Choquant, primitif, infantile, obsessionnel, dérangeant, angoissant, émouvant. On a tout dit à propos de l'art brut. On l'a appelé art des fous ou art singulier, puis outsider art pour le monde anglo-saxon. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'art brut, c'est un ensemble d'œuvres hétéroclites, produites par des patients psychiatriques, des mineurs de fond, des plombiers ou des spirites, des créateurs isolés, autodidactes, en marge de la société. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Aujourd'hui, l'altérité se vend bien. Et l'art brut fait l'objet d'un engouement sans précédent. Des salles de vente au grand musée. Mais quel sera l'avenir de cet art de la marge, une fois projeté au centre de toutes les attentions? En devenant une marchandise parmi les autres, l'art brut perdra-t-il l'authenticité qui faisait sa force? L'art brut, au départ, c'était un concept, inventé dans les années 1940 par l'artiste français Jean Dubuffet, pour désigner les œuvres qu'il collectait, au hasard des asiles, des prisons ou des villages reculés. Parce que leurs auteurs étaient pour la plupart inconscients d'être des artistes, ces productions représentaient, aux yeux de Dubuffet, un moyen de retrouver la véritable essence de ce que nous appelons l'art. La pulsion créatrice, nue, sans filtre et sans discours, loin de l'influence néfaste de la culture académique et du pouvoir corrupteur du marché. Que restera-t-il de cette pureté primitive et de cette notion contestataire si l'art brut est maintenant soumis lui aussi à la raison marchande? Aujourd'hui, plus que jamais, on peut parler d'un détournement de l'art, avec les spéculations financières, le fait qu'ils se produisent dans un espace quasiment extragalactique, dans ces grandes galeries internationales, etc. C'est complètement coupé du peuple. C'est la première fois dans l'espèce humaine que la pratique artistique est tellement éloignée des gens. Ça devient une activité totalement initiatique et snob, détournée par la fraction la plus antipathique de la population, à savoir les nantis, les riches, les milliardaires, etc. Il y a là vraiment un problème. Donc il importait de donner toute sa force à cette notion-là. C'était une notion dynamique, offensive et redoutable. Et l'art brut, effectivement, il importait de le préserver de détournements tels que le détournement psychiatrique, par exemple. S'intéresser à l'art des malades mentaux, avec comme arrière-pensée de les réadapter. Pour Dubuffet, loin d'être une maladie, la folie, c'était au contraire une vivacité de l'esprit qu'il fallait préserver. Aloïs Corbat fut l'une des découvertes préférées de Dubuffet, qui en fit une véritable figure de proue de l'art brut. Née dans une modeste famille suisse, Aloïs avait une très belle voix et rêvait de devenir cantatrice. Mais sa famille jugeait inconvenant qu'une femme se donne en spectacle, et Aloïs fut envoyée en Allemagne pour travailler comme gouvernante à la cour de l'empereur Guillaume II. La jeune femme vécut avec lui une fulgurante histoire d'amour, hélas entièrement imaginaire.
Forcée de rentrer en Suisse lorsque la guerre éclate en 1914, Aloïse est diagnostiquée schizophrène et internée. Elle restera à l'asile de la Rosière de 1918 jusqu'à sa mort, en 1964. Aloïse, dès le moment où elle a été internée, elle va, parce qu'elle n'a pas d'autre alternative, se recréer un univers. Et un univers qui sera uniquement mental. Et elle va vivre dans cet univers mental, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle veut simplement rendre visible à elle-même cet univers qui l'habite. Aloïse s'intéresse prioritairement à la figure féminine. Et puis elle aime aussi représenter des couples s'embrassant qui évoquent presque un seul visage. On a vraiment l'impression qu'elle crée une espèce de fusion. Elle aime également évoquer les personnages du monde du théâtre et du monde de l'opéra, les opéras de Tristan et Iseult, de Roméo et Juliette. Donc elle nous déploie une cosmogonie personnelle complète. Elle va être à la fois la démiurge de cet univers et en même temps l'incarnation de tous les personnages qui en font partie. Chacun de ces personnages contient un peu d'Aloïse. Aloïse réalise une œuvre, elle la conçoit, elle la dessine, elle la termine, elle la roule, elle la met de côté. Ça ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est passer à la suivante. Cela compte pour elle, cela compte pas pour les autres. Et cela compte pour elle tant qu'elle le crée. Et c'est ça vraiment qui est l'énergie de l'art brut, c'est le processus de création. On met souvent en avant la souffrance de l'artiste. C'est une idée qu'on aime beaucoup dans l'histoire de l'art. L'idée que ce serait au prix de grandes souffrances et de dérives mentales qu'on pourrait produire de l'art. C'est presque une revanche de l'homme normal, n'est-ce pas, de se dire peut-être ne suis-je pas artiste, mais du moins je suis bien dans ma peau, tandis que c'est l'inverse pour un artiste, il est mal dans sa peau. Je crois que c'est mal jugé. L'artiste, dans sa création, je pense, il trouve quelque chose comme une jubilation, des plaisirs que nous pouvons tout au plus soupçonner en regardant l'œuvre. Nous la regardons comme une part de nous-mêmes à laquelle nous avons renoncé, sur laquelle nous avons capitulé. Regarder une œuvre, c'est au fond une mise en question de notre propre normalité. À présent, les musées les plus prestigieux ouvrent leurs portes à l'art brut, comme le Centre Pompidou, à Paris, qui accueille en 2021 la donation de près de 1000 œuvres, offertes par Bruno de Charme, l'un des plus importants collectionneurs spécialisés d'Europe. C'est l'aboutissement de plus de 30 ans de collection, presque 40, puisque j'ai commencé au milieu des années 70. Ce que je suis comme genre de collectionneur, j'aime me perdre, j'aime ne rien comprendre, et moi je comprends, mieux je me porte. Et cet art brut, c'est le lieu par excellence de la perdition. Je pense que dans beaucoup de ces artistes qui ont des particularités psychiques, avec d'autres manières de penser le monde, il y a un écho à une pensée archaïque de la toute petite enfance. Enfin, ça fait miroir dans quelque chose de très profond. C'est des gens qui touchent toujours un point essentiel qui nous concerne. Voilà, c'est-à-dire qu'ils nous disent quelque chose sur nous, sur le monde, et après, il faut faire le tri, ou pas d'ailleurs. Donc j'ai accumulé par passion, par envie. À l'époque, j'ai eu la chance que ça n'intéressait pas grand monde, donc j'ai pu les acquérir à des prix qui correspondaient à mes moyens de l'époque. À cette époque-là, il y avait
pas de marché, ça n'existait pas, puisque d'abord Dubuffet refusait qu'il y ait de la marchandisation autour du sujet. Mais bon, on ne peut pas empêcher des collectionneurs d'être passionnés, hein, et il y en a eu de plus en plus. Et voilà, et quand on est passionné, quand il y a deux personnes qui veulent le même objet, même si au début ça vaut 10 euros, 20 ans après, c'est peut-être 100, 1000, 10 000, etc., etc. Mais ça, c'est l'histoire de l'art et on peut strictement rien y faire. Enfin, il y a une ironie, évidemment, par rapport à ces œuvres. Évidemment qu'il y a une ironie, puisque leurs auteurs, pour la plupart, ont vécu dans des conditions terribles. Je crois que c'est l'été 2009. À Barcelone, chez une amie, j'ai vu ce truc d'Hassan toute la semaine. Puis il m'a questionné, et puis je lui ai demandé ce que c'était. Elle me dit « Ah, c'est un clochard qui fait ça. Il reste un morceau de ferraille dans le bois. » Et puis je trouvais que le morceau de ferraille, il était placé de manière quand même étrange, et que c'était intentionnel, quoi. Elle m'a dit « Tu peux le trouver facilement, il est toujours au même endroit. » Dans le bord, derrière l'église, dans un enfoncement. Il a peint un peu contre les murs et il est tout le temps là. Donc je l'ai trouvé tout de suite, j'ai vu ses autres pièces et j'ai tout de suite trouvé ça magnifique et super radical. Et donc j'ai acheté des pièces. J'ai montré ces pièces à Paris aux collectionneurs. Et ensuite, je suis revenu le voir. J'ai essayé de commencer à parler avec lui, mais en fait, il n'avait pas vraiment l'intention de parler. Autour d'où il était, il y avait des marchands de vin, et donc il y avait des caisses de vin qui étaient régulièrement jetées, et qui récupéraient. Donc il a trouvé les matériaux sur place autour de lui. Et donc ça, c'est des morceaux de tuyauterie qu'il écrase sur un marteau. Il façonne ces agrafes qu'il incorpore, qui sont un peu sa signature, en fait. Effectivement, pour moi, c'était un petit miracle. Je pensais découvrir une œuvre d'art brut, ça me semblait impossible. C'est où? Un clochard dans la rue, avec ses dessins qui sont en face de lui, qui sont proposés, mais qui sont proposés à son esprit et à sa créativité, avant tout, quoi. Donc voilà, quand je dis prendre en charge, c'est reconnaître que cette chose-là existe. Puisque finalement, si on ne la prend pas en charge, elle disparaît. Ce qui est le cas des œuvres d'art brut, il y a des tas d'œuvres d'art brut qui, encore aujourd'hui, disparaissent. Je lui racontais que je trouvais ça merveilleux et que je montrais à Paris. Et en fait, ça ne l'intéressait pas. Parce que je faisais des œuvres et c'était mon problème. Tu les montres à Paris, très bien, mais ça ne me concerne pas, quoi. Super, super, il me disait. Super. Salut. Cobrar men puta arriba yo lo contra que puta arriba no hombre ngun ay quanto puta arriba que quiere mira su coña madre para la deje algo para puta arriba. J'ai pas réussi à l'intéresser à ce qui est la suite d'une production d'art, la montrer, la vendre, enfin. Et quand il a vraiment existé dans les galeries à New York et tout ça, il avait déjà disparu depuis longtemps. L'art brut, ça pose la question de l'art. C'est produit à un endroit où on n'a pas notre place. Pas dans un lieu établi où on a l'habitude de voir de l'art, et c'est ce décalage qui pose question et qui force le regard sur l'œuvre. Et l'acceptation de l'esthétique qui est une esthétique individuelle, qui n'est pas une histoire de catégorie, du coup, qui est une histoire d'individu. Voilà.
Et donc forcément d'inconnus. Qu'ils fassent de l'art brut ou pas, ça ne change rien. Il se trouve que là, on a un endroit où ils produisent quelque chose qui a de la valeur pour la société. Qui a un endroit qui questionne la société, qui questionne cette question de l'art. Donc il y a une valeur. Donc comment on essaye d'en faire profiter les gens qui la produisent? On découvre donc encore des artistes bruts, souvent inconscients de l'être, tant que leurs productions n'ont pas été identifiées comme des œuvres d'art. Mais comment accompagner au mieux ces artistes pour que leur créativité puisse se déployer au-delà de leur isolement social ou psychique? C'est à cela que travaillent depuis plus de 20 ans, à Francfort, les responsables de l'atelier Goldstein, qui repèrent et accueillent des artistes atteints de divers troubles cognitifs. Goldstein, c'est le nom d'un quartier. Mais Goldstein, c'est aussi une pépite. Et quand on la frotte un peu, on voit l'or. Et c'est ce que nous faisons. Nous frottons un peu. Koos hat 4 Stück gemacht. 4 Triebwerke. Okay. Nimm's mal mit. Dankeschön. So, Weitermachen. ja, Gut. Bald Feierabend. machen wir bald Schlagerquiz. Willst du eigentlich noch einen Kakao oder einen Kaffee oder sowas? Nee, Kakao. Soll ich dir einen Kakao Ja, machen, ja. Ja, wenn da ist. Trinkt dein Neffe auch, Enkel auch einen Kakao? Nein, Nicht? der trinkt immer Tee. Willst du einen Tee? Nein. Kakao. Vor 20 Jahren Il y a 20 ans, le plus important pour ces artistes doués, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer par eux-mêmes, c'était qu'on les sorte de leur environnement. Car c'était très dur pour eux d'y réaliser leurs œuvres. Beaucoup d'entre eux étaient empêchés de créer. Personne ne trouvait ce qu'ils faisaient bon ou intéressant. Beaucoup d'œuvres ont été détruites, des œuvres magnifiques. Alors l'essentiel, il y a 20 ans, c'était d'avoir un espace qui appartienne vraiment aux artistes de l'atelier. Un espace à eux auquel les parents, les tuteurs n'auraient pas accès. Pour beaucoup d'artistes de l'atelier Goldstein, nous voudrions qu'ils attirent plus l'attention et qu'ils ne soient pas vus seulement comme appartenant à une catégorie, par exemple celle des artistes non académiques. Le concept d'art brut est resté, surtout en France. Et dans les pays anglo-saxons, on parle de folk art ou outsider art, des concepts qu'on plaque sur une multitude d'œuvres très différentes. Mais ils ne décrivent pas l'ensemble, car ils ont été créés à des époques précises de la réflexion sur l'art où ils étaient pertinents. Aujourd'hui, ces concepts ne fonctionnent plus. Ils nous sont utiles, bien sûr, pour les artistes de l'atelier. C'est très clair. Ils fonctionnent encore en tant que véhicule pour attirer un maximum d'attention. Et c'est une part importante de notre travail ensemble. Nous voulons que ça devienne plus perméable, qu'on abandonne ces catégories qui n'expriment rien sur les œuvres et n'informent que sur des aspects biographiques.
Nee, leider ist heute kein guter Himmel, also dann werde ich jetzt mal wieder an meine Arbeit gehen. Dankeschön. À l'atelier Goldstein, on ne veut pas s'étendre sur la biographie de Julius Bockelt. Son goût pour la beauté éphémère des nuages et pour les vibrations qu'il perçoit partout dans le monde autour de lui inspire des créations hors du commun. Diese Schwingung, die ich höre, die zeichne ich auf dem Blatt auf mit Stifte. In den Wolken kann man es auch sehen als Schwingung mit diesen Wellen, die da sich spiegeln und wie es am Meer aussieht. Man erkennt es dann langsam, halt diesen großen Kosmos und nachts auch dann, dass man die ganzen Sterne halt sieht, dass es immer weitergeht ins Unendliche. Ne? Und das fasziniert und das ist dann bei mir auch so emotional. Dann denke ich immer, boah, es ist wirklich heftig. Also es überwältigt einen, es haut einen um. Ne? Es ist wie so ein ganz großer Raum halt, ne, wo man sich drin befindet. Ne? Obwohl man eigentlich schon draußen ist. Ne? Ich versuche es immer mehr kompakter und komplexer zu machen halt. Also zum Beispiel ist das Einfache, also das Erste, und dann wird es ein bisschen schwerer und dann hier irgendwann wird es unendlich und dann kann man es noch mehr ins Unendliche gehen. Ich habe noch eine andere Zeichnung, wo es noch viel mehr ist halt. Man kann auch im Computer so Zeichnungen erstellen, man muss sie aber mathematisch. Man muss wissen, welche Zahlen, um so eine Zeichnung rauszubringen einfach. Und das ist einfach von Hand einfach fast unmöglich, halt das hinzukriegen. Ne? Und ich kann das einfach halt. Und ich würde nicht sagen, dass es als Outsider-Art ist. Es ist eher mehr das Wissenschaftliche. Und das war damals als Kind, habe ich schon Sachen getestet und erprobt und erforscht. Ne? Und das soll auch so weitergehen. Devant les œuvres de Julius Bockelt, alors même que ceux qui l'accompagnent dans sa création se défient des étiquettes, peut-on encore vraiment parler d'art brut? Oui, selon le galeriste parisien Christian Berst, qui travaille depuis plus de 20 ans à découvrir et promouvoir un art brut résolument contemporain. Je sais ce que je cherche. Je pourrais difficilement le formuler, mais c'est un trouble. Et à partir de ce trouble, je vais essayer de décrypter si, à la fois, il y a de l'altérité, si il y a là la mise en œuvre d'une mythologie individuelle, et si, de toute évidence, ceci a avant tout servi à celui qui l'a produit à se construire, à construire un monde habitable, et en aucun cas à entrer en relation avec moi ou à jouer le jeu du marché ou à jouer le jeu de la séduction ou de répondre à une attente supposée des uns et des autres. Non, il a le besoin impérieux de le faire et ça s'arrête finalement là.
Quand on voit la manière dont Julius travaille, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait et je pense désormais également conscient de la manière dont c'est reçu par nous. Ça agit forcément sur la manière dont les créateurs de ces œuvres finissent par se percevoir. J'aime quand même mieux savoir que par l'opération des expositions, le fait de les réinsérer finalement, de les replacer au centre du jeu, je pense que tout le monde y gagne. À la fois nous, dans la manière dont nous percevons cette différence comme une richesse, et à la fois eux qui perçoivent ce mouvement comme une réacceptation par la collectivité de ce qu'ils sont et du génie qui est en eux. People think, oh, it's romantic to be a Van Gogh or something. It's not, you know, to be out there and be very poor or something like that. You know, it's not romantic. You know, it's very hard and stuff. George Widener a longtemps vécu dans la rue, errant entre les États-Unis et l'Europe. Son travail a été repéré par des galeries d'art outsider dans les années 2000. Il est aujourd'hui reconnu comme une des figures majeures de l'art brut contemporain. These we have in the flat file. Maybe we should pull out the robot teaching game. Sure. Yeah, I'll Yeah. take a look at it. Yeah. Atteint du syndrome d'Asperger, George possède une formidable capacité de calcul et une mémoire exceptionnelle des dates et des faits. If you were to look at the Fridays of 1912, it's January 5, 12, 19, 26, February 2, 9, 16, 23, March 1, 8, 15, 22, 29, April 5, 12, 19, 26, May 3, 10, 17, 24, 31, so on, you know. So I see them in my head. They line up and stuff. And I was I was a bit of a crazy person in my past at times. You know, I had some problems, but I would find that by counting, I found peace and sort of a meditation or something, whatever you want to call it, by listing the dates. Sometimes I would have dreams about particular years that had a connection to each other that was unusual or rare. I was looking at the year 2238. Well, it happens to have a reversal effect, a symmetry effect that I like very much. I'm finding if you flip it around and you get the year 8322, let's see, 50, 60, 22, 38, 6601. Okay, so it's shifting by one, you see. All the Mondays become Tuesdays, and then all the Tuesdays become the Wednesdays in this year. It took a couple of years of listing the dates in my notebooks one at a time before this happened. Presidents? Yeah, but the presidents. Wow. And wow, that book, yeah, it's got a good meaning for me, a good personal. Yeah, it's some nice times with that book. It's a lot of data, a lot of information and stuff. And This almost looks like an inventor's notebook. yeah, I saw my things as like machines or, you know, Wow. and stuff. But, you know, so I was, at some point, the numbers and the dates and the drawing came together. That's what it's talking about and stuff. When I looked at George's work for the first time, what I was seeing was the manifestation of a gift. And that's what I look for. That's what I love, something that is extraordinary, something that is out of the ordinary. I personally don't care
whether it's outsider, whether it's self-taught, whether it's folk. I look for quality. I look for new information. And George's work just, bam, gave me that new information. Yeah. Hopefully people see me as more than a calendar savant, you know, or a high-functioning calendar savant. I'd like to be seen as a creative artist, hopefully, you know, as somebody that's used what they have. That's what artists do. They use the skills that they have, and they have their own personal vision, and they pursue that. And that's hopefully what I've done, you know, for people. I do like to think that over the years, everything that we have done here at the gallery with George has been collaborative, and I like to think that George listens. That doesn't mean that George might not produce very beautiful, compulsive, obsessive traffic scenes, black and white, small. They're very beautiful, but I have found as a dealer that it's not necessarily what sells. You know, they may or may not like it, the stuff or whatever, you know, and so I've been learning about that, and, you know, and it's something that I'm not always entirely comfortable with, to be honest about it, you know. L'art brut, l'outsider art, s'est développé de façon exponentielle ces 25 dernières années. Cet art est vraiment passé d'une sorte de niche, d'une notion anti-institutionnelle, pensée comme telle au départ, à... C'est toujours un défi par rapport à l'histoire de l'art, mais cet art est vraiment entré dans le mainstream. Certains artistes essentiels sont exposés depuis 30 ans, et ça donne une valeur, un poids aux artistes, mais aussi aux œuvres, par rapport au marché, aux institutions et aux collectionneurs. Mais maintenant, le sens du terme s'est élargi. On parle plutôt d'un art des autodidactes, ce qui peut signifier un peu tout et n'importe quoi. Donc ça enflamme le marché et le monde de l'art en général, parce qu'il y a une histoire, mais aussi parce que le concept évolue et on découvre de plus en plus d'œuvres. Vous avez cette connexion émotionnelle directe et immédiate avec ces œuvres. Et en plus, plus vous en apprenez sur la biographie de beaucoup de ces artistes, plus vous vous y attachez. Il y a ces histoires, et du point de vue du marché, je crois que les histoires font vendre. Une fois intégré au marché et conscient d'être perçu en tant qu'artiste, jusqu'à quel point l'auteur d'art brut peut-il encore être libre ou encore brut? Tout ce que j'ai commencé dans ma vie, j'ai pas pensé je suis artiste, ça c'est sûr. Donc j'ai fait les choses qu'il fallait que je fasse. Jill Gallieni, qui travaillait comme gardienne au Musée national d'art moderne de Paris, est apparue sur la scène de l'art brut il y a une vingtaine d'années. Les prières, qu'elle écrit quotidiennement, adressées à Sainte Rita et à la Vierge Marie, font aujourd'hui partie des plus grandes collections d'art brut européennes et américaines. Il y a juste un rituel où je parle des choses, je demande des choses, je remercie pour des choses, je fais le point. Je fais le point de ma vie, de mon être actuel, des autres autour de moi, de mon rapport avec les autres, de mon rapport avec la terre, avec la vie, enfin, avec tout ça. Finalement, les prières, c'est pas que mon petit monde, hein, ça commence par moi, ça va
pour ceux que j'aime beaucoup après, et puis ça va pour le monde ensuite. Donc c'est le monde entier, c'est mes prières pour le monde entier en fait. Donc ça a commencé à un moment où j'allais pas bien dans la vie et où donc j'ai commencé à vouloir écrire mon mal-être et puis j'ai pas supporté de voir mes mots, de voir mon mal-être comme ça tout et donc ça s'est transformé en prière. Tout ce qu'il y a là, c'est peut-être tout ce qu'il y a dans ma tête, mais transposé avec des écritures que personne ne peut voir en fait. C'était le début, ça. Je mettais pourquoi je priais. Mais comme je voulais absolument pas que ça se sache, donc vous voyez, là, c'est pour ça que ça fait des noirs comme ça, parce que j'ai couvert le pourquoi de mes prières. Quelquefois, je suis exaucée, pas toujours, mais les réponses, c'est long à venir, mais ça vient par... vous allez trouver ça un peu bizarre, mais par le Saint-Esprit qui tout d'un coup me donne vraiment ce que je dois faire, ce que je dois ne pas faire. Voilà. Enfin, mes réponses, elles me viennent même quelquefois en écrivant. Tout d'un coup, j'ai la réponse alors que je demande, et puis c'est même pas la peine de demander parce que la réponse est là. Tout ce qu'elles ont fait, que ce soit Sainte Rita ou Marie, c'est elles. Donc je les remercie. De gagner de l'argent avec, je les remercie en fait. Il n'y a pas de recherche au départ, jamais d'être montré. Mais c'était pareil pour les poupées. Hein. Et les poupées ne sont pas considérées comme de l'art brut. C'est considéré, je crois, comme singulier. C'est quand même singulier. C'est pas non plus quelque chose qu'on ira montrer, je ne sais pas, au Centre Pompidou, je ne sais quoi. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, en vérité, dans ma tête à moi. Parce que les poupées, elles sont... c'est né aussi de cette nécessité de refaire toujours cette poupée, cette femme. Et je ne sais pas pourquoi non plus. C'est là où je rejoins les prières. Vous voyez, quand j'ai des coutures comme ça, c'est vraiment le corps est entouré des mêmes choses que les prières, d'une certaine manière. Même là, on croit qu'il y a énormément de coutures qui sont pas forcément... C'est nécessaire pour qu'elles vivent, pour mettre la vie en elles. Les coutures sont nécessaires. Entre coudre, écrire, coudre, écrire, quoi. Finalement, c'est assez... Bon, alors après, c'est vrai que faire une forme, c'est différent que... C'est plus... Là, je me laisse aller complètement, alors que de faire une forme, j'ai mon regard quand même, hein, qui me dit « ça va pas, là, c'est moche ». Donc, je reprends. Alors que là, je reprends jamais. Donc voilà, peut-être que c'est ça la différence. C'est peut-être ça qui fait que c'est pas brut, puisque je reprends. Contrairement à sa production, quand elle réalisait des poupées dont elle avait très envie qu'elles soient exposées, montrées et aimées et appréciées par d'autres, les lettres, s'il n'y avait pas eu effectivement une indiscrétion qui m'a permis de connaître l'existence de ces prières, elles n'auraient peut-être jamais été exposées. Je comprends la stupeur de l'artiste qui produit une œuvre dont le galeriste dit écoute non, enfin c'est voilà, il me semble que c'est d'une autre nature, et donc alors que précisément c'est ça qu'elle avait envie, et on peut être décontenancé par le fait que c'est précisément ces œuvres-là qui m'intéressent le moins. Mais les œuvres qui m'intéresseront, ce sont celles qui ne m'étaient pas destinées. Dès lors qu'ils sont exposés au regard et au jugement des professionnels de l'art, comment les auteurs d'art brut peuvent-ils préserver la spontanéité de leur création et la part de secret dont elles tirent leur authenticité? Marilena Pelosi a commencé à dessiner lorsqu'elle était adolescente, pour tromper son ennui pendant un long séjour à l'hôpital.
À l'âge de 18 ans, elle a dû fuir le Brésil, quand son père, un respectable bourgeois de Rio, a voulu la marier de force avec un prêtre vaudou. Après des années de voyage à travers le monde, 2 mariages et 2 divorces, elle s'est installée au début des années 2000 en France, où ses dessins ont été remarqués dans les cercles de l'art brut. Double protecteur et femme malveillante. Voilà. Là, c'est 3 exemples des manifestations considérées comme normales. Double protecteur fortement menacé. Donc, on comprend, quand on voit mes dessins, que j'ai beaucoup d'imagination. Alors, quand on a beaucoup d'imagination, il faut, pour travailler et pour transposer ces idées vers les papiers, comme c'est intense, il faut que l'espace d'environnement soit le plus calme possible. Je prépare la feuille, donc comme ça, je mets la marge pour encadrer les dessins. Et je m'assois et naturellement, ça vient. Tout est blanc, la table, la feuille et mon esprit, ça fait un ensemble. Et là, ça sort l'image. Ça vient de l'inconscient, voilà. Parce que ce n'est pas quelque chose de pensé que je peux expliquer. Ah, je vais dessiner aujourd'hui, je vais faire ceci, j'ai ces projets. Non, c'est toujours la surprise, mais c'est une réalité inconsciente qui, heureusement pour moi, elle n'est pas là comme ça. Hein, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre. Voilà. C'est peut-être un paradoxe, mais je ne pense pas que mes créations sont dramatiques ou agressives. En fait, on peut voir des tortures, du sang, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas... Oui, un peu, mais avec, disons, un happy end à la fin. Voilà. C'est pas... Donc, je ne suis pas dans un état de folie. Bon, disons, médical, mais je me suis toujours sentie dans la plus grande et totale incapacité de mener une vie soi-disant normale. Les créateurs d'art brut d'origine historique, ils étaient hyper protégés parce qu'ils étaient protégés par leur folie et en plus ils étaient dans un hôpital psychiatrique. Quoi de plus propice à la création? J'ai des moments comme ça où j'ai des vides. Ça, je considère que c'est comme une protection. Voilà. Et ne pas s'intégrer beaucoup dans un processus trop rationnel de la vie, de l'existence. Voilà. Pour rester connectée à la source de sa créativité, Marie-Léna a dû trouver comment laisser son inconscient s'exprimer le plus librement possible. Protéger sa part de folie, ou sa différence, alors qu'on a dû autrefois lutter pour y faire face. Est-ce la condition sine qua non pour rester un créateur d'art brut authentique? George Widener ne veut pas oublier qu'au départ, sa création était pour lui un refuge, face à la folie, à l'isolement et aux traumatismes qui les avaient déclenchés. Son père est mort quand il avait 9 ans, puis sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique. Il a ensuite été élevé par sa grand-mère et ses tantes, ici, dans les collines du Kentucky.
35 years ago, nobody was, of course, interested in my work, my art, what came to be called my artwork. I didn't even call it my artwork, you know, it was just my personal passion. I got picked up by galleries and stuff. I think it was, for me, it was a good thing in a way, you know, in a certain way, but it was a very big change. I'm no longer an outsider, of course not, you know, but I'm not an insider either, you know, but I'm one of these people that's just got a certain background. People had to survive here in Kentucky, you know, and if somebody's a little bit different or something, they can't deal with it. They isolate them and, like, you know, push them out. That's me when I went into the United States Air Force in 1980. I was 18 years old there. The military was a way for me to go. I got to travel and, you know, see different places and stuff. And in the 1990s, as I sort of became quite isolated, I started drawing the Titanic. I looked at the passenger list one day and I saw my name on the passenger list. There was a George Widener that actually drowned on the Titanic. And the dates, it's all the people that were lost, you know, I mean, all that time. There was generations of people that were lost as a result of over 1,500 people drowning on the Titanic. You know, so they didn't have children, they didn't have grandchildren, so it goes on, you know, so it was about loss. And for me, the dates are talking about that extended loss that happened in the future, you know. When things like that happen, it has an effect. You know, something can happen in your family at a certain point. It has effect, you know, for generations and stuff, you know. That's what I'm talking about. There's some people that say, well, that's, you know, that's sort of, you've ruined yourself or something now, you know. You talk about yourself, you talked about your art, so you're not a pure. You know? I still get the enjoyment that I did. I've just got a little difference in my brain, but so I've used that in a creative way in my artwork, you know. That's mine. It's you know, I've done it in my way. Yeah. Les artistes qu'on rassemble aujourd'hui sous la bannière de l'art brut s'adaptent chacun à leur manière aux changements que la découverte et l'exposition de leurs travaux intimes ont provoqués dans leur vie. Même si l'art brut est aujourd'hui reconnu comme une forme d'art et une marchandise parmi les autres, quelque chose, là, semble continuer à résister, à déborder tous les discours.